J'espère sincèrement qu'on va pas entendre la tempête dehors, mais il fait tellement chaud que j'aère l'appart. Bon, je vais commencer par une info pratique directement. L'Odyssée de Christopher Nolan dure 2h55 exactement. Et durant tout le film, j'ai regardé mon portable une seule fois pour voir l'heure, et uniquement pour savoir combien de temps il me restait pour déguster ce poulet. Je te jure, j'en voulais encore en vrai de vrai, c'était trop bien. Et sincèrement, ça fait longtemps que je suis pas sorti du cinéma avec un ressenti comme ça. Et la dernière fois, c'était pour Boîte Noire, donc ça remonte quand même pas mal. Nolan revient pour la première fois depuis Oppenheimer, et cette fois-ci, il s'attaque à quelque chose d'encore plus ambitieux. Adapter l'Odyssée de Homère. Un poème épique vieux de plus de 3000 ans. 12 000 vers, 24 livres. Dieu, monstre, guerre, naufrage. Et il le fait avec Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o et Travis Scott en barde. Ouais, Travis Scott, on y reviendra. Évidemment, partie sans spoiler pour ceux qui hésitent encore à aller voir le film. Et ensuite, on rentre dans le dur avec des spoilers, même si je pense qu'après 3000 ans, les spoils, ils sont... ça va, on a passé la date, les limites pour pouvoir spoiler, quoi. Je pense sincèrement que si tu vois du spoil là-dessus, tu devrais survivre. Alors, je te mets le générique et on est parti. Le film est sorti hier en France et allez le voir en IMAX si vous pouvez, très sincèrement. Je dis pas ça pour faire la pub de l'IMAX, hein, loin de là. Mais je le dis parce que Nolan il a tourné le film avec des nouvelles caméras IMAX qui avaient jamais été utilisées jusque-là. Et sincèrement ça se voit, genre dans les plans larges sur la mer Méditerranée, dans les créatures, dans les batailles épiques, ça se voit. Le film il a été tourné dans 6 pays différents. Italie, Grèce, Islande, Maroc, Écosse ou encore le Sahara occidental. En fait, en quasi-totalité, le film est fait avec des décors naturels. Avec des cascadeurs, c'est pas des cascades faites en CGI, de vrais bateaux, des vraies constructions, on est sur un film très clean à la Nolan. Bah ouais, parce que Nolan il déteste la CGI, ça on le sait tous. Pour l'Odyssée, ça paye. Il y a des choses dans le film qui sont incontestablement brillantes. Et le premier point, mon point préféré de tout le film, la structure narrative. Je vais y revenir plus longtemps en zone spoiler, mais il faut quand même qu'on en parle rapidement. En gros, Nolan il prend l'idée du récit enchâssé d'Homère, donc l'histoire dans l'histoire en fait, et il en fait un dispositif de cinéma pur et dur. Des flashbacks déclenchés par des narrations, des souvenirs qui reviennent, des on-dit, des histoires racontées. C'est du Nolan dans ce qu'on a de meilleur. Pour les acteurs, Matt Damon il porte le film, un film de 3 heures sur ses épaules, sans aucune difficulté. Matt Damon, tu es trop fort. Dans le film, il joue un Ulysse qui n'est pas le héros grec imbattable, invincible qu'on peut voir dans d'autres adaptations. C'est un homme épuisé, coupable, mais qui avance quand même malgré tout. Et Matt Damon, il joue ça avec quelque chose de très physique. Tu ressens le poids de 20 ans de souffrance et de questionnement sur ses épaules. Pour ce qui est de Anne Hathaway, elle a pas beaucoup de scènes en vrai de vrai, mais les scènes où elle est, franchement ça marche bien. Elle joue Pénélope non pas comme une femme juste qui attend, qui est victime, mais comme une femme qui se bat à sa façon. Pas dans les combats, pas dans les discours, mais dans la durée. Et dans la scène des retrouvailles à la fin, je vais pas en dire plus. À la musique, on a... Attention, je vais te lire ça parce que je vais jamais réussir à prononcer son blaze. Ludwig Göransson, des percussions lourdes qui marchent très bien, et surprise totale du synthétiseur. Dans un film sur l'Antiquité, on nous a mis du synthé. Et ça fonctionne magnifiquement bien, putain de merde. On est dans la continuité orchestrale d'Oppenheimer, mais avec quelque chose de plus sauvage, de plus primitif, de plus brut. Autre chose qui marche bien, mais qui aurait pu être un défaut, c'est la direction artistique. Le film ne cherche pas à reconstruire précisément ce qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est pas une volonté de précision archéologique en gros. Il crée son propre monde qui est simultanément archaïque et pourtant tout autant compréhensible. Les armures, les bateaux, les îles, tout a une cohérence visuelle très forte en fait. Et ça, chapeau. Ce que j'ai moins aimé, je vais drop name, hein, Robert Pattinson. On en parle en zone spoiler, mais pour moi c'est un des vrais problèmes du film. Et pas forcément pour les raisons que tu crois. Et il y a quelques moments dans la première heure où la structure narrative, aussi brillante qu'elle soit, il y a quelques petits problèmes. Genre c'est déstabilisant, tu vois. Il y a moyen que tu te perdes chronologiquement 1 à 2 fois. Et le film n'en perd pas de sa qualité. Alors, verdict sans spoiler, est-ce que tu dois aller voir le film? Oui, en IMAX si possible. Et dès ce week-end, voire même dès ce soir en fait. Sincèrement, va voir le film. Si tu dois choisir un film de Tom Holland à aller voir là dans le mois, au grand dam du fan que je suis, c'est sûrement pas Spider-Man, mais c'est plutôt l'Odyssée en fait. Donc vraiment, vas-y, fonce. C'est probablement le meilleur film que j'ai vu cette année et que je verrai cette année en fait. Donc, sincèrement, vas-y. Et maintenant, on part en zone spoiler et je suis désolé, tu seras prévenu. Si tu te fais spoiler le film,
c'est pas de ma faute, mais encore une fois, tu connais sûrement déjà l'histoire en fait. Parlons de ce qui m'a le plus marqué dans le film. Pas les monstres, pas les batailles, pas les structures. Le film commence avec Ulysse sur une île déserte avec Calypso. Il a perdu la mémoire et concrètement, elle lui fait manger des fleurs de lotus pour abréger ses souffrances, enfin pour apaiser ses souffrances plutôt, ses souffrances psychologiques et physiques. Et il vit à cet endroit-là, à ce moment-là, dans une espèce de présent permanent, sans passé et sans futur. Et tout ça dans les bras d'une femme qu'il aime et qui le sait prisonnier de lui-même. Et progressivement, par fragments, par éclairs, par flashbacks, le tout déclenché par des sons, par des propos, par une tentative de retrouver sa mémoire, on a le déroulé des événements qui nous est montré. Et c'est là que Nolan, il a fait son truc. Chaque flashback a son propre narrateur. Ménélas qui raconte à Télémaque les exploits de son père durant la bataille de Troie, hop, un flashback. Eumée, le berger d'Ulysse, qui raconte ce qui s'est passé à Ithaque pendant l'absence d'Ulysse, paf, un autre fragment. Ulysse lui-même qui raconte à Calypso les événements dont il se souvient, certains un peu flous, certains avec une précision vraiment aberrante mais qui est due à un traumatisme, ça marche très bien. Nolan a pris le principe oral d'Homère, un poème qui se récite, qui se transmet, qui change selon qu'il raconte, et il en a fait un dispositif cinématographique qui marche parfaitement bien. On est très rarement sur la même temporalité 2 fois de suite. Et pourtant, on n'est jamais perdu bien longtemps. Au début, tu peux être un peu déstabilisé, mais attention, il y a un élément qui, si jamais t'as peur d'être perdu, va te permettre de te repérer dans le film. La barbe de Matt Damon, la barbe d'Ulysse, longue et blanche sur la foudre, c'est long. Longue et blanche sur l'île avec Calypso et donc pour le moment présent, mi-longue et grisonnante lors de ses aventures du retour de Troie vers Ithaque, courte et brune durant la guerre de Troie. Tu sais toujours exactement où t'en es dans le temps en te basant sur son visage. Et ça, les amis, c'est du génie de mise en scène à l'état pur. C'est l'exemple typique du show don't tell. Pas besoin de te dire où tu te trouves. On te le montre d'une façon subtile. Mais en parlant de Matt Damon, il faut qu'on parle de ce qu'il fait de son personnage. Parce que le Ulysse de Christopher Nolan, c'est pas le Ulysse des adaptations classiques. C'est quelqu'un de foncièrement brillant. Le cheval de Troie, c'est lui. La ruse qui met fin à 10 ans de guerre, l'intelligence pure. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'il souffre. Parce que chaque victoire par la ruse implique des morts qu'il a causées indirectement. Des hommes qui font confiance à ses calculs et qui finissent par en mourir. Il y a une scène avec les sirènes, bon, tu la connais évidemment si tu connais l'Odyssée, mais la scène en elle-même, elle est dévastant. Ulysse qui se fait attacher au mât de son bateau pour pouvoir entendre les sirènes sans que nous ni son équipage ne l'entendent. On le voit hurler, souffrir, pleurer et on entend au final ce que les sirènes lui ont dit uniquement par son propre récit. C'est fort. Et la phrase, et une des phrases qu'il a dit, alors je vais essayer de vous la refaire de tête parce que je l'ai trouvé magnifique. C'était quelque chose du genre elle chantait toutes les promesses que j'ai faites et que je n'ai pas tenues. Et ça, c'est beau. Et Matt Damon, il joue ça avec quelque chose dans les yeux qui te traverse littéralement. C'est magnifique. C'est pas un film sur un héros qui surmonte tous les obstacles. C'est un film sur un homme qui réalise que toutes ses victoires, elles ont un coût moral qui finit par mesurer que trop tard. Il y a un autre truc de Nolan que j'ai bien aimé, c'est que de base, il a toujours dit là qu'il voulait faire un film d'horreur. Et il l'a pas encore fait officiellement, grand bien me fasse. Mais il a glissé 2 séquences dans l'Odyssée qui ont des attraits de films d'horreur. Et putain la vache. Oh sa mère. Bon, si je reprends le record plus tard, on saura pourquoi. D'abord, on a la scène avec le Cyclope, Polyphème. Nolan ne le filme pas comme un monstre de film de super-héros. Il le filme comme une force de la nature. La scène où il attrape des soldats là par le haut et qu'il les mange et qu'il recrache les armures ou les boucliers, et franchement, ça m'a fait bader sur le moment. J'étais là genre what the fuck, alors je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, mais waouh. La scène, j'ai trouvé qu'elle était vraiment suffocante. Mais genre vraiment suffocante d'une façon que j'attendais pas du tout. Et il y a eu ce cas-là une deuxième fois dans le film, avec Circé qui transforme les hommes d'Ulysse en cochons. Enfin en porc, du coup techniquement. C'est vraiment filmé comme du body horror pur, et je m'attendais pas du tout à voir ça dans le film. Genre sincèrement, je m'y attendais pas. Ça m'a surpris, donc c'est cool, je suis très content quand je suis surpris en allant au cinéma. J'ai été surpris et j'ai adoré ce que j'ai vu. C'était dérangeant, mais du coup c'était bien en fait. Nolan il utilise ces monstres pas pour faire un effet waouh, mais plutôt pour montrer quelque chose de précis. Dans ce monde, les dieux et les créatures, les monstres ne répondent pas à la même logique que les humains. Ulysse peut être aussi malin qu'il veut, face à Polyphème, c'est une fourmi. Et cette mise en perspective là, le héros de son époque qui au final est réduit à un moins que rien face à des forces de la nature qu'il dépasse, c'est peut-être ça le sujet principal du film. Pour ce qui est du casting, il surprend un peu et dans les deux sens. Tom Holland en Télémaque, solide, ça marche très bien, 9 sur 10 au moins. Y a pas de problème. Il joue le fils qui cherche son père avec une sincérité convaincante. La quête de Télémaque, donc elle est demandée à Ménélas de l'aider à retrouver Ulysse. C'est le fil qui relie les deux récits entre eux, enfin les différents récits entre eux.
Et Tom Holland, il joue ça avec quelque chose d'assez touchant et convaincant, de quelqu'un qui a vécu dans l'ombre d'un père absent durant toute sa vie. Pour ce qui est de Zendaya en Athéna, j'ai d'abord eu un mouvement de recul, parce que, vas-y, on sait très bien qu'elle est là uniquement parce que Tom Holland y est dans le film, on le sait. Mais est-ce qu'au final, ça a vraiment dérangé? Bah, au final, elle a peu de scènes, et en vrai, elle marche bien. Un choix fort qui a été fait dans l'adaptation du film, c'est que Athéna, elle apparaît que auprès d'Ulysse. Il n'y a que lui qui la voit. Donc même si on voulait se dire, oui, mais dans le film avec Tom Holland, comme ça, ils peuvent se voir. Non, il n'y a pas un moment dans l'histoire où ils se voient. Et moi, il y a une chose que j'ai aimée, et où la réponse à la fin, qui m'a été plus ou moins donnée, m'a plu. Est-ce que c'est vraiment Athéna? Ou est-ce que c'est simplement la personnification de la voix intérieure d'Ulysse? Genre la partie de lui qui refuse de totalement abandonner. La réponse que donne le film à la fin, et vraiment, elle est à tomber sur le cul. Je vous laisserai la découvrir, mais moi, j'étais là genre, ok, putain merde, c'est ok, j'aime. C'est terrible, mais j'aime. Pour ce qui est de Lupita Nyong'o, qui joue Hélène de Troie, j'ai pas grand chose à dire en fait, le personnage est assez peu impactant au final dans le film. La Hélène de ce film, c'est pas l'icône glamour qui justifie qu'on aille en guerre pour elle. C'est plutôt une femme prisonnière de la conséquence de sa propre existence. C'est un peu genre un personnage qui a été là plus comme un prétexte de guerre que comme une véritable raison pour cette guerre. Et le moment où la voix jouait une véritable rage, là c'était bien. C'était vraiment très bien, quoi qu'on pense du choix de l'actrice pour le personnage. Et bon, on va parler de Travis Scott, parce que, déjà j'avais pas capté que c'était lui, mais il joue un barde dans le film qui raconte l'histoire de Ulysse, de Troie, dès le début du film, la première scène du film. Et il y a une redite de cette scène un peu plus tard. Bon, ça apporte pas grand chose, mais pourquoi pas, admettons, faire ce parallèle entre les récits des bardes à l'époque et les récits contemporains apportés par le rap sous une certaine forme, bon, pourquoi pas. Et maintenant on passe au vrai problème de casting. J'aime pas Robert Pattinson, je ne l'aime pas. Mais c'est même pas ça le vrai souci. Parce que plus que Robert Pattinson, il faut qu'on parle de son personnage d'Antinous. Bref, on va dire Antinous. Il joue le chef, c'est le chef des prétendants. Les hommes qui ont envahi le palais de Ulysse, qui boivent son vin, qui mangent ses vivres, et qui essayent de pécho sa meuf. Rien à voir avec la thématique de l'époque, pécho sa meuf. Non, ils essayent de conquérir Pénélope afin de devenir le nouveau roi d'Ithaque. Pas pourquoi j'ai pris cette voix. Bon, le jeu d'acteur de Pattinson, il est bon. Ça, j'ai rien à redire, même si je n'aime pas l'acteur encore une fois. Le vrai problème, c'est ce que le film lui demande de faire. Antinous, c'est le grand méchant du film. Jusque-là, d'accord. Du moins pour la partie Ithaque, mais du coup, au final, pour la partie présente, donc c'est le grand méchant du film. Et Nolan lui a écrit un personnage assez détestable. Il est arrogant, il est irrespectueux, il fait des discours complètement pédants, et en plus de ça, juste il humilie des gens quoi, il est méchant, il est mauvais. Et le vrai problème, c'est que c'est tellement téléphoné, mais c'est beaucoup trop téléphoné. Dans un film où chacun des personnages a une nuance, une contradiction, deux aspects, une part peut-être un peu plus sombre ou un peu plus lumineuse, lui, il est juste méchant. Et je pense que le fait que j'ai détesté le personnage, c'est plus un problème de script qu'un problème d'acteur, même si du coup, je partais de base avec un a priori négatif, parce que je n'aime pas Robert Pattinson. Oui, ça veut dire qu'il n'y aura rien par rapport à The Batman partie 2. Le vrai problème d'Antinous, c'est que, c'est un méchant de série B dans un film A+, genre. Moyen. Et là où sa mort, bien qu'elle soit complètement délectable, appréciable, qu'on aime le moment et que ça raconte quelque chose, ça devrait être le moment cathartique du film. Et ça l'est presque. Presque. Parce qu'au final, on se rend compte qu'on attend la mort d'un personnage qu'on n'a jamais vraiment redouté. Et c'est le seul vrai regret que j'ai côté scénario en ressentant du film. Pour ce qui est de la fin du film, Nolan y dévie un peu du récit d'Homère. Il se termine différemment du poème original. Je vais pas totalement te spoiler le truc pour que tu gardes la surprise en fait, si t'as déjà vu des adaptations, que t'as déjà lu l'Odyssée d'Homère, jusque-là, j'ai pas tout spoilé. Mais globalement, il y a un choix qui change au moment où Ulysse retrouve Pénélope. Et ce choix-là en particulier, il recontextualise tout ce qui a été dit et montré dans le film. C'est comme si chaque scène du film était un fils de Tchekhov. On comprend soudainement pourquoi Ulysse il avait besoin de tout oublier avec Calypso. C'était pas juste à cause de la guerre, mais plutôt à cause de quelque chose qu'il a fait, ou plutôt décidé de ne pas faire, pendant sa traversée. Et sa réunion avec Pénélope, qui dans le poème est un moment de reconnaissance pure, et dans ce film-là, c'est quelque chose qui devient une scène beaucoup plus belle, mais beaucoup plus douloureuse en même temps. C'est la scène, je trouve, la plus émouvante que Nolan ait jamais réalisée. Et pourtant, j'ai vu Interstellar. L'Odyssée de Christopher Nolan, c'est un film qui pense, qui fait réfléchir.
C'est pas juste un spectacle, même si le spectacle il est là, il est massif, il est impressionnant. C'est un film qui pense à ce que ça veut dire de diriger des hommes et de les perdre. C'est un film qui fait réfléchir sur la culpabilité, sur la différence entre une victoire juste et une victoire propre. Et ça te pose une question quand tu rentres chez toi. Est-ce que Ulysse, il voulait vraiment rentrer? Ou est-ce que la traversée, c'était la façon qu'il avait trouvé indirectement de se punir de ce qu'il avait fait, et donc qu'il avait ce besoin de se punir avant de s'autoriser des retrouvailles avec sa famille? Je sais pas si Nolan il a voulu ça consciemment, mais c'est ce que j'ai emporté avec moi quand je suis sorti du film et que je suis rentré chez moi. Et ça, un film qui te fait ressortir avec quelque chose en toi, c'est la marque des grands films. Alors très sincèrement, va le voir, dès que tu peux, et en IMAX si possible s'il te plaît. C'était Gwendal, à la prochaine, à plus.